Cher enfant, installe-toi. Laisse-moi te raconter une histoire. Ce n'est pas un conte de fées, non. C'est une histoire de la vie de ces vies qui se nouent et se dénouent parfois dans la douleur, souvent dans le silence. C'est une histoire qui commence par un matin d'octobre, un de ces matins où la lumière dorée de la Bourgogne semble vouloir pardonner au monde ses tristesses et qui pourtant a failli tout emporter. Le téléphone a sonné à 9 heures précises. Je venais de me verser ma 2e tasse de café, un grand crème très clair comme le docteur Martin me l'avait recommandé. Un appel si tôt le matin, ça n'annonce jamais rien de bon, surtout quand on vit seul et qu'on a 72 ans. Allô, ai-je dit en serrant le combiné un peu plus fort que nécessaire. Madame Dubois, Eliane Dubois, c'était une voix d'homme inconnu, empreinte d'une politesse professionnelle. Oui, c'est moi, ai-je répondu, sentant un frisson me parcourir l'échine. À mon âge, ce genre d'appel ne signifie souvent qu'une chose. Je suis maître Lavigne, le notaire de Gérard Dubois. Il a marqué une pause juste assez longue pour que je comprenne que la nouvelle allait être mauvaise. Je suis au regret de vous informer que M. Dubois est décédé cette nuit. Une crise cardiaque. Les médecins n'ont rien pu faire. Je me suis laissé tomber sur une chaise de la cuisine. Gérard mort. Même si nous étions divorcés depuis 15 ans, la nouvelle m'a frappé plus durement que je ne l'aurais cru. Nous avions été mariés pendant 27 ans, la plus grande partie de ma vie d'adulte. Je suis sincèrement désolée, a poursuivi le notaire. Je sais que vous étiez divorcés, mais j'ai estimé qu'il était de mon devoir de vous en informer personnellement. C'est Solange qui s'occupe des funérailles. Ce sera ce vendredi à 14 heures à l'église Saint-Martin. Merci de m'avoir prévenu, ai-je réussi à articuler. Ma voix était stable comme toujours dans les moments difficiles. Cette capacité à rester calme quand tout s'effondre à l'intérieur, c'était la seule chose qui m'avait aidé à survivre à mon mariage avec Gérard. Quand j'ai raccroché, je n'ai pas pleuré. Les larmes n'ont jamais été ma façon de gérer le chagrin. Au lieu de ça, j'ai machinalement lavé ma tasse, essuyé le plan de travail, et je me suis assise près de la fenêtre, le regard perdu sur mon petit jardin bien entretenu. Ce jardin que je n'avais pu commencer qu'après le divorce quand j'avais arrêté de dépenser de l'argent pour payer les ardoises de Gérard au bistrot du coin. Gérard est mort. 70 ans, ce n'est plus si vieux de nos jours. Son cœur avait donc fini par lâcher. Les médecins l'avaient prévenu quand nous étions encore ensemble. Le téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'est le nom de ma fille qui s'est allumé sur l'écran. Maman. La voix de Solange était aussi froide que le vent de janvier sur les vignobles de Beaune. Tu sais ? Oui. Le notaire de ton père vient de m'appeler. Maître Lavigne, sa voix était agacée. Pourquoi est-ce qu'il t'appellerait toi ? Vous êtes divorcés depuis une éternité. 15 ans ai-je corrigé automatiquement. Je pense que c'était juste par politesse. Solange a reniflé. Il y avait tant de mépris familier dans ce son que j'aurais presque pu la voir, lever les yeux au ciel, comme elle le faisait adolescente, quand j'essayais de lui imposer 1 heure pour rentrer. Écoute-moi bien, sa voix était devenue métallique. Je ne veux pas que tu viennes à l'enterrement. Tu n'as rien à faire là-bas. J'ai serré le téléphone un peu plus fort, mais ma voix est restée calme. Solange, j'ai été sa femme pendant 27 ans. Je lui ai donné ses 2 enfants. Et puis tu l'as quitté quand il avait le plus besoin de toi. Sa voix s'est brisée en un cri. Tu ne l'as jamais aimé. Tu es une femme froide et égoïste qui s'est toujours fichue de notre famille. Tu partais à ton travail en faisant comme si de rien n'était, pendant que papa souffrait. Les mêmes vieilles accusations entendues des centaines de fois. Solange avait toujours été la petite fille à son papa, même quand il buvait l'argent qu'elle avait économisé pour ses livres d'école. Solange, j'ai commencé. Non, je ne veux rien entendre. Si tu viens, je te mettrai dehors moi-même. N'ose pas gâcher les funérailles de mon père. La ligne est devenue silencieuse. Je suis restée là, le téléphone à la main, sentant cette douleur sourde et familière dans ma poitrine. Elle ne m'avait jamais laissé m'expliquer. Elle n'avait jamais voulu connaître la vérité sur ce qui se passait derrière les portes closes de notre maison de la rue des Tilleuls. Gérard était un homme bon quand il ne buvait pas. Il était drôle, charmant, capable de faire rire n'importe qui. Les enfants l'adoraient pour ses parties de pêche du dimanche et les histoires qu'il leur racontait avant de dormir. L'autre Gérard, celui qui rentrait après quelques verres de pastilles, était un étranger que je craignais. Mais ça seule moi le savait. Et malheureusement notre fils Julien. Mes pensées ont été interrompues par une nouvelle sonnerie. Cette fois, c'était mon petit-fils Léo, le fils de Solange.
un jeune homme de 10 à 9 ans, inscrit à l'université de Dijon, qui avait hérité des meilleures qualités de son grand-père, un esprit vif et un cœur bon, mais heureusement pas sa faiblesse pour l'alcool. Mamie, sa voix était étouffée comme s'il parlait depuis un placard. « Tu as appris la nouvelle ?»« Oui, mon chéri. Je suis tellement désolée. Maman a dit qu'elle ne te laisserait pas venir à l'enterrement. » a-t-il dit avec indignation. « Ce n'est pas juste. C'est la vie, Léo, ai-je soupiré. Parfois les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. Mais tu dois dire au revoir à papy. Il parlait toujours de toi avec respect, tu sais, même après tout ce qui s'est passé. Cela m'a surprise. » Gérard n'avait jamais été enclin au remords ou à admettre ses erreurs, du moins pas pendant les années où nous étions ensemble. « L'enterrement est vendredi à 14h à l'église Saint-Martin, a répété Léo, me donnant une information que je connaissais déjà. Et ensuite il sera enterré au cimetière de l'Ouest, là où sont ses parents. Je pense que tu devrais y aller même si maman dit non. Léo, je ne veux pas causer de problème un jour comme celui-ci. Et après l'enterrement, il y aura la lecture du testament chez Maître Lavigne, a continué Léo comme s'il n'avait pas entendu mes objections. À 16h. Maman est sûre que papy lui a tout laissé à elle et à tonton Julien. Elle fait déjà des plans sur la façon dont elle va disposer de sa maison et du garage. J'ai secoué la tête. Typique de Solange, se partageant déjà le butin. « Léo, je dois te laisser », ai-je dit en entendant du mouvement à l'autre bout du fil. « Oui, maman revient », a-t-il chuchoté. « Je t'appelle plus tard, mamie. Et je pense vraiment que tu devrais venir. C'est ton droit à toi aussi. » Après cet appel, je suis restée assise immobile pendant un long moment à regarder par la fenêtre. Les souvenirs affluaient. Ma première rencontre avec Gérard au relais des routiers, où je travaillais comme serveuse jusqu'au dernier jour de notre mariage. Ce jour sombre et terrible que j'avais essayé d'effacer de ma mémoire pendant toutes ces années. Gérard était un bel homme grand, les épaules larges, avec des cheveux bruns épais et un sourire qui faisait fondre les jeunes serveuses. Il était chauffeur routier, voyageait dans toute la France et au-delà et me ramenait des petits souvenirs de ses voyages. Beaucoup de femmes lui couraient après, mais il m'avait choisi moi, une fille calme et sérieuse qui économisait pour aller à l'université. L'université est restée un rêve. Au lieu d'étudier, je suis tombée enceinte de Solange 6 mois après le mariage. Puis Julien est né. J'ai trouvé un travail à la quincaillerie Martin, où j'ai travaillé pendant près de 40 ans, passant de simple vendeuse à directrice adjointe. Ce n'était pas une carrière brillante, mais c'était assez stable pour subvenir aux besoins de mes enfants, surtout quand Gérard a commencé à boire. Ses problèmes d'alcool ont commencé après un accident. Un camion qui a dérapé sur une route verglacée en plein Morvan. Bien que Gérard s'en soit sorti avec quelques fractures, un homme dans une autre voiture avait été tué. Gérard n'était pas en faute. La route était une patinoire et les témoins ont confirmé qu'il avait fait tout son possible pour éviter la collision, mais la culpabilité le rongeait. La compagnie l'a transféré sur des trajets locaux, ce qui signifiait moins de salaire. Les problèmes d'argent ont commencé. Au début, il ne buvait que le week-end. Puis les beuveries sont devenues plus longues. Il a perdu son travail. En a trouvé un autre, l'a perdu à nouveau. Je prenais des heures supplémentaires pour payer les factures. Les enfants ont grandi sans comprendre pourquoi leur mère était toujours au travail et leur père si joyeux et généreux quand il était sobre et si maussade quand il buvait. Solange a toujours défendu son père. Il traverse une période difficile. Tu ne le comprends pas du tout. Si tu l'aimais vraiment, il ne boirait pas. Combien de soirées ai-je passé à écouter ces accusations? Julien était plus jeune, plus silencieux. Il voyait plus de choses que sa sœur, même si je faisais de mon mieux pour protéger les enfants des pires moments. Ce dernier soir est encore gravé dans ma mémoire, comme si c'était hier, et non il y a 15 ans. Gérard est rentré ivre et en colère. Julien avait 23 ans à l'époque, il venait de rentrer de l'université qu'il avait abandonnée après sa première année parce qu'il n'arrivait pas à suivre les études. Je ne sais pas ce que Gérard lui a dit, quels mots ont mené à cette bagarre. J'ai juste entendu un fracas et des cris, j'ai couru dans la pièce et j'ai vu mon mari en train d'étrangler notre fils, le plaquant contre le mur. J'ai hurlé, j'ai essayé de le tirer en arrière. Julien devenait déjà bleu. À ce moment-là, j'ai su que dans 1 minute, Gérard tuerait notre garçon. Je ne me souviens pas où j'ai trouvé la force, mais j'ai attrapé une lourde lampe de chevet et j'ai frappé Gérard à la tête. Il est tombé glissant le long du mur haletant et se tenant la gorge. Quand Gérard a repris connaissance,
Je lui ai posé un ultimatum. Soit il se faisait soigner pour son alcoolisme, soit je demandais le divorce et le dénonçais à la police pour agression sur notre fils. Gérard a accepté de se faire soigner, mais notre mariage était déjà irréparable. Nous avons divorcé 6 mois plus tard à la grande fureur de Solange, qui ne connaissait pas toute l'histoire. Gérard et moi avions décidé de ne pas dire la vérité aux enfants. Ils ne voulaient pas perdre leur amour. Et moi, j'étais trop fatiguée pour me battre. Mieux valait qu'ils me détestent plutôt qu'ils sachent que leur père avait failli tuer leur frère. Étrangement, Gérard a vraiment arrêté de boire. Il a ouvert un petit garage de réparation automobile et a repris sa vie en main. Nous nous sommes vus occasionnellement à la remise de diplôme de Julien pour son permis de conduire, au mariage de Solange, avec Neil, au baptême de nos petits-enfants. Toujours poli, toujours distant, et maintenant il est mort. Et Solange ne veut pas que j'aille à l'enterrement. Je me suis levée, je suis allée à l'armoire, j'ai sorti la robe noire, celle que je portais à l'enterrement de ma mère il y a 3 ans. Je l'ai secouée, j'ai vérifié s'il y avait des taches, puis je l'ai accrochée résolument dans le placard. Vendredi à 14 heures précises, je serai à l'église Saint-Martin malgré l'interdiction de ma fille. Je dois dire adieu à l'homme qui a fait partie de ma vie pendant 39 ans. En tant que mari et en tant qu'ex-mari, je dois mettre un point final à cette histoire. Le ciel gris au-dessus de Beaune était chargé de nuages. La nature semblait s'être accordée à l'occasion. J'ai garé ma vieille Ford à une rue de l'église Saint-Martin. J'ai ajusté mon chapeau démodé avec une voilette achetée pour l'enterrement de ma belle-mère et j'ai marché lentement vers l'église Chac. Pas difficile, comme si mes chevilles étaient empêtrées dans des racines invisibles. Il y avait plus de monde que je n'avais prévu. Gérard avait toujours eu le contact facile avec les gens. Quand il était sobre, il était l'âme de toutes les fêtes, le genre de personne qui faisait que tout le monde se sentait spécial. J'ai vu ses anciens collègues, des clients de son garage, des voisins de la rue des Tilleuls. Monsieur Olivier, le propriétaire de la quincaillerie, m'a fait un signe de tête, de loin, mais ne s'est pas approché. Tout le monde à Beaune connaissait l'histoire de notre divorce, même s'il n'en connaissait pas les vraies raisons. Je me suis glissée dans l'église en dernier, après que le service ait déjà commencé, et j'ai pris place dans la toute dernière rangée, partiellement cachée par une colonne massive. De là, je pouvais voir toute la famille assise dans les premiers rangs. Solange, tout en noir, le dos parfaitement droit. À côté d'elle, son mari Neil, le bras autour de son épaule en un geste de soutien. Mes petits-enfants Léo et Camille étaient assis de l'autre côté de leur mère. Julien était assis un peu à l'écart, seul affalé, et le regard fixé sur le sol. Mon plus jeune toujours solitaire, toujours à part. Le prêtre parlait de Gérard en termes élogieux. Un père aimant, un ami dévoué, un homme qui avait vaincu ses démons et trouvé le chemin de la rédemption. Je n'ai ressenti aucune amertume en écoutant. Gérard avait vraiment changé après notre divorce. Il avait arrêté de boire, redressé son entreprise et était devenu un meilleur grand-père pour Léo et Camille qu'il n'avait été un père pour ses propres enfants. Être que ce coup de lampe sur la tête 15 ans plus tôt avait réveillé quelque chose en lui. Dommage que ce soit trop tard pour nous. Solange s'est levée pour prononcer l'éloge funèbre. À 42 ans, elle paraissait plus âgée. Son visage était émacié et de profondes rides s'étaient formées entre ses sourcils à force d'insatisfaction constante avec la vie. Elle avait toujours été trop sérieuse, trop exigeante envers elle-même et les autres. Enfant, j'avais essayé de lui apprendre à profiter des petites choses, mais elle me regardait toujours comme si je suggérais quelque chose de honteux. Mon père, commença Solange d'une voix tremblante, était l'homme le plus fort que j'ai jamais connu. Il a fait face à des difficultés, mais il s'est toujours relevé. Il a toujours pris soin de sa famille. Elle a hésité, jetant un rapide coup d'œil à Julien, même quand tout le monde n'appréciait pas ses sacrifices. Il m'a appris la résilience, il m'a appris à ne jamais abandonner. J'écoutais ma fille peindre un portrait de son père en héros, omettant toutes les parties sombres de son histoire. Ça avait toujours été comme ça. Elle ne voyait que ce qu'elle voulait voir. Après Solange, c'est un vieil ami de Gérard Clément qui a pris la parole. Ils avaient travaillé ensemble comme chauffeurs et bu ensemble le week-end. Après l'accident, quand Gérard a commencé à sombrer, Clément était le seul à avoir gardé le contact. Gérard n'était pas un saint, a dit Clément, provoquant quelques regards surpris. Il a fait des erreurs comme nous tous. Mais il a passé les 15 dernières années de sa vie à essayer de les réparer. Il a arrêté de boire. Il a tout recommencé à zéro. Je suis fière d'avoir été son amie jusqu'au bout.
J'ai vu les épaules de Solange se tendre. Elle détestait toute mention de l'alcoolisme de son père. Dans sa version de la réalité, il se détendait juste après une dure journée de travail. Après le service, le cortège s'est dirigé vers le cimetière. Je suis restée en arrière, gardant mes distances. Au cimetière, je suis restée près des arbres, au loin regardant le cercueil contenant le corps de l'homme qui avait été autrefois le centre de mon univers, être descendu en terre. Mon regard revenait involontairement sur Julien. Mon garçon, maintenant un homme de 38 ans, se tenait voûté comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. Il avait toujours été comme ça. Depuis que Gérard l'avait presque étranglé, quelque chose en lui s'était brisé ce jour-là, et peu importe mes efforts, je n'avais pas pu le réparer. Julien travaillait comme chauffeur de bus scolaire, un travail calme et stable, avec peu de contact avec les gens. Il ne s'était jamais marié et vivait seul dans un petit appartement à la périphérie de Beaune. Il m'appelait une fois par semaine et venait dîner une fois par mois. Nos conversations portaient toujours sur la météo, son travail, mon jardin, jamais sur le passé, jamais sur Gérard. À côté de Julien se tenait ma petite fille Camille. Une copie conforme de Solange à 16 ans, mais avec une douceur que sa mère n'avait jamais possédée. Elle tenait la main de son oncle, le regardant anxieusement de temps en temps. Camille avait toujours été sensible à la douleur des autres, même enfants. Je me souviens quand elle avait 5 ans et m'avait apporté un bouquet de fleurs sauvages, alors que j'étais alitée avec une migraine. Léo se tenait de l'autre côté de sa mère. Il m'avait déjà remarqué et m'avait fait un léger signe de tête, mais n'osait pas s'approcher, craignant la colère de Solange. Mon petit-fils aîné était devenu un jeune homme gentil et ouvert, malgré l'éducation de sa mère. Souvent, quand Solange lui interdisait de me rendre visite, il venait quand même, se trouvant par hasard dans le coin, m'aidant avec des sacs lourds du marché, réparant un robinet qui fuyait. La cérémonie s'est terminée. Les gens ont commencé à se disperser, beaucoup se dirigeant vers Solange et Julien pour présenter leurs condoléances. J'étais sur le point de m'éclipser discrètement quand j'ai soudain entendu un cri. « Toi !» La voix de Solange a fendu le silence du cimetière. « Comment oses-tu venir ici ?» Elle marchait vers moi à travers la pelouse, ses talons s'enfonçant dans le sol meuble, mais elle ne semblait pas le remarquer, concentrée sur sa colère. Toutes les têtes se sont tournées dans notre direction. « Je te l'avais interdit », a continué à crier Solange en se rapprochant. « Tu n'as pas ta place ici. » Je suis restée immobile, regardant ma fille. Au fil des ans, je m'étais habituée à sa colère, à ses accusations injustes. Mais une scène publique lors d'un enterrement, c'était nouveau même pour Solange. « Je suis venue dire au revoir à ton père », ai-je dit calmement. Nous avons fait partie de la vie l'un de l'autre pendant de nombreuses années. Une partie de sa vie a ri Solange, mais il n'y avait aucune joie dans son rire, seulement de l'amertume. Tu as ruiné sa vie. Tu l'as quitté quand il avait le plus besoin de toi. Il a bu à cause de toi, à cause de ta froideur. Et puis quand il a enfin commencé à se reprendre en main, tu as demandé le divorce. J'ai vu Julien faire un pas vers nous, mais il s'est arrêté à mi-chemin, n'osant pas intervenir. Mon fils a toujours évité les conflits, même quand il devait se défendre. Ce n'est pas vrai, Solange, ai-je essayé de dire calmement, même si je bouillais intérieurement face à l'injustice de ces accusations. L'histoire de notre mariage est plus compliquée que tu ne le penses. Oh, je la connais très bien, cette histoire, a presque hurlé Solange. Papa m'a tout raconté. Comment tu le critiquais, l'humiliais, lui faisait sentir qu'il était un raté. Comment tu te croyais toujours meilleur que lui parce que tu gagnais de l'argent pendant qu'il essayait de se trouver. J'ai vu les regards sur les visages des gens autour de nous, un mélange de curiosité et de gêne. Léo avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Camille nous fixait avec de grands yeux, son visage pâle. Je n'avais jamais pensé que Gérard montrait les enfants contre moi en déformant la vérité. Mais pourquoi devrais-je être surprise ? Il avait toujours été un maître pour rejeter la faute sur les autres. « Va-t'en », a dit Solange en montrant la porte du cimetière. « Tu n'as aucun droit d'être ici. Tu n'es plus sa femme depuis 15 ans. Tu as renoncé à ce droit quand tu l'as quittée. Madame Dubois. » Une voix a soudain retenti derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu un homme âgé en costume formel, le même notaire qui m'avait appelé avec la triste nouvelle. « Maître Lavigne », ai-je acquiescé. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Solange a tourné sa colère vers le notaire. « Pourquoi lui parlez-vous » Maître Lavigne était aussi imperturbable qu'un homme habitué aux scènes émotionnelles dans sa pratique. « Madame Pierce,
Hâté, il dit à Solange en utilisant son nom de femme mariée. « Votre père souhaitait que Madame Dubois soit présente à la lecture du testament. » Quoi ? Solange avait l'air d'avoir été frappée. « C'est impossible. Pourquoi aurait-il fait ça ? Ils étaient divorcés. Néanmoins, c'est son souhait express. » Maître Lavigne s'est tourné vers moi. « Madame Dubois, la lecture du testament aura lieu à mon étude dans 1 heure. Serez-vous en mesure d'y assister ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. Gérard voulait que je sois là. Pourquoi nous ne nous étions pas parlé depuis des années, à l'exception des réunions de famille occasionnelles où nous échangions des banalités? Ce doit être une sorte d'erreur, a insisté Solange. Papa n'aurait jamais voulu ça. Je vous assure qu'il n'y a pas d'erreur, a répondu calmement Maître Lavigne. J'ai des instructions écrites de Monsieur Dubois que j'ai reçues lorsque j'ai rédigé son dernier testament il y a 3 mois. Il y a 3 mois, a froncé les sourcils Solange. Il n'a rien dit à propos d'un Nouveau Testament. C'était son droit, a remarqué le notaire. Je suis restée là, me sentant comme un personnage dans une pièce de théâtre étrange. Gérard avait changé son testament peu de temps avant sa mort et il voulait que je sois présente lors de sa lecture. Ça n'avait aucun sens, à moins qu'il n'ait finalement décidé de dire la vérité sur notre divorce. Je serai à votre étude, Maître Lavigne, ai-je dit en essayant de ne pas regarder le visage de ma fille qui était devenue pâle de colère. Excellent, a hoché la tête le notaire. L'adresse est 23 avenue de la Gare, 2e étage. Je vous verrai à 16 heures. Il s'est retourné et s'est éloigné, nous laissant Solange et moi face à face. Ma fille m'a regardé comme si j'étais sa pire ennemie. Quoi qu'il t'ait laissé, je contesterai le testament, a-t-elle sifflé. Tu n'auras pas un centime de l'argent de mon père. Je ne suis pas venue pour l'argent, Solange, ai-je répondu avec lassitude. Je suis venue dire au revoir à un homme qui a fait partie de ma vie pendant 39 ans. Il te détestait, a dit Solange avec une telle conviction que je n'ai pas eu le courage de discuter. Tu l'as brisé. Pense ce que tu veux, ai-je dit en me tournant pour partir. Mon dos me faisait mal d'être resté debout si longtemps et je voulais m'asseoir et boire une tasse de tisane bien chaude avec une larme de Calvados. Un petit plaisir que je m'accordais les jours particulièrement difficiles. Il m'a demandé de te donner ça, a dit Julien apparaissant soudainement à côté de moi. Il m'a tendu un petit paquet enveloppé dans du papier craft. Il y a 2 semaines. Il a dit que tu comprendrais. J'ai pris le paquet surprise que Julien a été en contact avec son père dans les derniers jours de sa vie. Mon fils avait évité Gérard pendant des années pour autant que je sache. Merci. Je voulais dire autre chose, mais Solange tirait déjà son frère par le bras. Ne lui parle pas, a-t-elle exigé. As-tu oublié ce qu'elle a fait ? Julien s'est laissé emmener, me jetant un dernier regard, un mélange de regrets et autre chose que je n'ai pas pu déchiffrer. J'ai lentement regagné la sortie du cimetière, sentant les regards des gens qui me suivaient. Au fil des années passées dans une petite ville, je m'étais habituée au commérage, à mon histoire racontée autour d'un café chez Milly, dans la file d'attente du supermarché, aux réunions parents-professeurs, à l'école. L'histoire d'une femme qui avait quitté son mari alors qu'il luttait contre l'alcoolisme, le laissant seul pendant la période la plus difficile de sa vie. Si seulement il savait la vérité. Je suis sortie des grilles du cimetière et me suis dirigée vers ma voiture serrant fermement le petit paquet de Gérard. Quoi que ce soit, cela pourrait expliquer pourquoi il voulait que je sois à la lecture de son testament. Pourquoi maintenant, après toutes ces années de silence, avait-il décidé de changer les choses ? Devant moi se trouvait l'étude du notaire et peut être les réponses aux questions qui me tourmentaient depuis 15 ans. L'étude de Maître Lavigne se trouvait dans un vieil immeuble, en briques de l'avenue de la Gare, l'une des rares rues de Beaune, qui avait conservé son aspect historique. J'ai monté les escaliers en bois qui craquaient, essayant d'ignorer la douleur dans mes genoux. Là, je n'épargne personne, surtout ceux qui ont passé la majeure partie de leur vie debout derrière le comptoir d'une quincaillerie. La porte avec son verre dépoli et ses lettres dorées épelant « B », Lavigne notaire, était entr'ouverte. J'ai frappé poliment et je suis entrée. Solange, son mari, Nil Julien et mes petits-enfants Léo et Camille étaient déjà réunis dans la salle d'attente avec ses lourdes armoires sombres et ses fauteuils en cuir marron. Quand je suis entrée, Solange s'est détournée ostensiblement. Nil m'a fait un signe de tête d'une indifférence polie et Léo m'a souri timidement. Julien, comme d'habitude, a évité de me regarder dans les yeux, mais a marmonné « maman » en guise de salutation. Camille s'est approchée et m'a serré dans ses bras à la hâte avant que Solange ne puisse l'en empêcher.
Maître Lavigne est sorti de son bureau juste au moment où je m'installais dans un fauteuil aussi loin que possible de Solange. C'était un homme trapu d'environ 75 ans, avec des cheveux gris clairsemés et des yeux perçants derrière des lunettes à monture en corne démodée. « Merci à tous pour votre ponctualité », a-t-il dit, en nous regardant tour à tour. « Veuillez me suivre dans mon bureau. » Nous l'avons suivi dans une pièce spacieuse avec un bureau massif couvert de dossiers et de documents juridiques. Les murs étaient ornés de diplômes et de photos de famille. Par la fenêtre, on voyait les cimes des platanes déjà teintées du premier jaune de l'automne. « Avant de commencer ?» a dit Maître Lavigne en s'asseyant à son bureau et en joignant les mains devant lui. « Je dois vous dire que Gérard Dubois a été mon client pendant plus de 30 ans. J'ai rédigé son contrat de mariage quand il vous a épousé. Madame Dubois, je me suis occupée des papiers pour l'achat de votre première maison rue des Tilleuls et j'ai géré votre divorce il y a 15 ans. » Il a fait une pause et a sorti un dossier de son tiroir. Le dernier testament de Gérard a été rédigé il y a 3 mois, quand il a appris ses problèmes cardiaques. Il était sain d'esprit et de corps, comme peuvent en témoigner les 2 témoins qui ont signé le document. « Finissons-en », a dit Solange avec impatience, tapant nerveusement du pied sur le sol. « Nous avons tous eu une journée difficile. Bien sûr, a acquiescé Maître Lavigne. Cependant, avant de lire le testament, Monsieur Dubois a laissé une enveloppe qu'il a demandé d'ouvrir en présence de vous tous. Le notaire a sorti une enveloppe scellée de couleur crème du dossier. J'ai reconnu l'écriture de Gérard sur le devant pointu, avec une forte inclinaison vers la droite. Il écrivait toujours comme s'il était pressé de coucher ses pensées sur le papier avant qu'elles ne s'envolent. À ouvrir et à lire à voix haute en présence de toute la famille, a lu Maître Lavigne sur l'enveloppe. Il a soigneusement ouvert l'enveloppe avec un coupe-papier et en a sorti plusieurs feuilles de papier couvertes de la même écriture distinctive. Il s'est éclairci la gorge et a commencé à lire. « Si vous entendez ceci, c'est que je ne suis plus là. J'espère que l'enterrement n'a pas été trop sombre. Je n'ai jamais aimé les cérémonies funéraires. Le moment est venu de vous dire la vérité que j'ai cachée trop longtemps. La vérité sur la raison pour laquelle Eliane et moi avons divorcé il y a 15 ans. Solange Julien, pendant toutes ces années, vous avez cru que votre mère m'avait abandonnée quand j'en avais le plus besoin, qu'elle ne supportait plus que je boive et qu'elle était partie détruisant notre famille. C'est un mensonge. Un mensonge que j'ai inventé et entretenu parce que j'étais trop fière et trop lâche pour admettre la vérité. La vérité, c'est que lors de cette dernière nuit, j'ai attaqué Julien dans un accès de rage ivre. J'ai étranglé mon propre fils, et si Eliane ne m'avait pas frappé à la tête avec une lampe, je l'aurais être tué. Julien, je ne sais pas si tu t'en souviens. Tu étais en état de choc, et puis ta mère et moi avons décidé de ne pas te dire la vérité pour ne pas te traumatiser davantage. C'était mon idée. Je ne voulais pas que vous sachiez quel monstre j'étais. Après cet incident, Eliane m'a posé un ultimatum. Soit je me faisais soigner pour mon alcoolisme, soit elle demandait le divorce et me dénonçait à la police. J'ai accepté de me faire soigner pas tant par peur de la loi, mais parce que j'ai enfin vu ce que j'étais devenue. Nous avons divorcé à cause de moi. Eliane ne pouvait vraiment plus vivre avec moi après ce que j'avais fait. Et je ne lui en veux pas. Toute personne normale aurait fait la même chose. Pendant toutes ces années, je t'ai laissé surtout toi, Solange, blâmer ta mère pour la rupture de notre famille. Je ne t'ai pas corrigée quand tu disais qu'elle m'avait abandonnée dans le besoin. En fait, Eliane vous a protégée de moi pendant tout notre mariage de mes frasques d'ivrogne, de mes échecs, de mon irresponsabilité. Elle faisait 2 métiers pour payer les factures pendant que je buvais notre argent. Elle trouvait le temps d'être à vos kermesses d'école pendant que je cuvais mon vin. Elle était la colonne vertébrale de notre famille, et c'est moi qui l'ai détruite. Après le divorce, j'ai arrêté de boire. J'ai ouvert un garage et j'ai remis ma vie sur les rails, mais le mal était déjà fait. Je sais que je ne peux pas réparer le passé. Je ne peux pas rendre à Eliane les années qu'elle a passées à me supporter. Je ne peux pas vous rendre une enfance normale sans mes beuveries et ma colère. Je ne peux pas effacer cette nuit où j'ai failli tuer mon propre fils. Mais je peux au moins dire la vérité maintenant et essayer de réparer les torts causés à Eliane. Solange, je sais à quel point tu m'admirais et comment tu as blâmé ta mère pour notre divorce.
J'aurais dû t'arrêter, mais j'aimais ton adoration même si elle était basée sur des mensonges. C'était lâche de ma part. Julien, je sais qu'après cette nuit, tu ne m'as plus jamais vraiment fait confiance. Tu avais raison. Léo Camille, vous êtes mes petits-enfants préférés. J'espère que vous traiterez votre grand-mère avec le respect qu'elle mérite. Elle est beaucoup plus forte que nous tous. Eliane, je sais qu'aucun mot ne peut effacer ce que j'ai fait. Mais j'espère que cette confession aidera à restaurer ta réputation aux yeux de nos enfants. Tu le mérites. Et enfin, je ne demande pas pardon, car je sais que certaines choses sont impardonnables. Je veux juste que la vérité soit enfin dite. Gérard Dubois, un silence de mort régnait dans le bureau. Je fixais mes mains incapables de lever les yeux. La lettre de Gérard m'avait secoué jusqu'au plus profond de mon être. Je ne m'attendais pas à ce qu'il admette sa culpabilité, surtout pas publiquement devant les enfants. Solange était assise immobile, son visage si pâle que ses taches de rousseur sur le nez ressemblaient à des points sombres. Julien était affalé sur sa chaise, le visage caché dans ses mains. Léo et Camille se regardaient avec des expressions confuses. Ils connaissaient trop peu l'histoire de leur famille pour comprendre pleinement la signification de la confession de leur grand-père. « C'est un mensonge », a finalement dit Solange, la voix brisée. « Papa n'aurait jamais écrit ça. C'est un faux. »« Je vous assure, Madame Pierce, » a répondu calmement Maître Lavigne. « C'est la lettre authentique de votre père. J'étais témoin quand il l'a écrite. Il n'aurait pas pu, » a secoué la tête Solange. « Il n'aurait jamais attaqué Julien. Jamais. »« C'est vrai, Solange ?» a dit Julien de manière inattendue sans lever la tête. « Je me souviens de ce soir-là. Pas de tout, mais assez. Papa était furieux. J'ai dit quelque chose. Je ne me souviens plus quoi. Il m'a attrapé à la gorge. »« Non. » Solange a bondi sur ses pieds. « Tu crois juste à ces mensonges. Maman t'a toujours monté contre papa. Elle a toujours essayé de nous convaincre que c'était un monstre. »« Je n'ai jamais fait ça, Solange, » ai-je dit doucement. « Au contraire, j'ai essayé de vous faire aimer votre père, malgré ses problèmes. »« Menteuse » a crié Solange en pointant son doigt vers moi. « Tu l'as toujours détesté. Tu as toujours pensé qu'il n'était pas assez bien pour toi avec son travail de chauffeur routier. Et maintenant qu'il est parti, tu essayes de salir sa mémoire. » Madame Pierce est intervenue Maître Lavigne. « Je comprends que ce soit un choc pour vous, mais les insultes n'aideront pas à résoudre la situation. Je suggère que nous continuions avec le testament et que vous discutiez des questions personnelles plus tard en privé. » Solange a serré les poings mais s'est rassise sur sa chaise, me foudroyant du regard. Maintenant, le notaire est retourné au dossier. Passons au testament lui-même. Il a sorti plusieurs pages agrafées et a mis ses lunettes. Je, Gérard Jacques Dubois, saint d'esprit et de corps, énonce par la présente mes dernières volontés concernant la disposition de mes biens après ma mort. Premièrement, ma maison au vin et un avenue de la Gare à Beaune, ainsi que tous les biens. S'y trouvant, je la lègue à mon fils, Julien Dubois. Deuxièmement, je lègue mon garage automobile, garage Dubois, fils, situé aux 7 routes industrielles, y compris tout l'équipement, l'inventaire et le fonds de commerce, à mon ancienne épouse, Eliane Thatcher Dubois. Je suis conscient qu'Eliane n'a aucune expérience dans la gestion d'un garage. Je suggère donc qu'elle vende l'entreprise ou engage un gérant pour la diriger. Mon garage génère un revenu stable. Et j'aimerais qu'Eliane ait une sécurité financière pour ses vieux jours. Troisièmement, toutes mes économies et investissements totalisant environ 250 000 € seront répartis comme suit: 100 000 € à mon ex-femme, Eliane Thatcher Dubois, 50 000 € chacun mes petits-enfants, Léo Pierce et Camille Pierce pour leurs études ou autres besoins, 50 000 € à mon fils Julien Dubois. Quatrièmement, je lègue ma collection d'outils anciens à mon petit-fils Léo Pierce, à la condition qu'il ne les vende pas, mais les conserve comme un héritage familial. Cinquièmement, je lègue ma Chevrolet Impala de 1967 à ma petite-fille Camille Pierce lorsqu'elle atteindra l'âge de 18 ans. Quant à ma fille Solange Pierce, je ne lui laisse qu'une somme symbolique d'1 €. C'est pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que je sais que Solange et son mari sont financièrement à l'aise, et surtout parce que je veux qu'elle réalise enfin à quel point elle a été injuste envers sa mère. Toutes ces années. C'est peu, être cruel de ma part, mais j'espère que cela l'amènera à reconsidérer ses opinions. Je nomme Maître Bernard Lavigne comme exécuteur testamentaire de ce testament et lui confie le soin de veiller à ce que toutes ses dispositions soient exécutées,
Signé Gérard-Jacques Dubois, le testament de Gérard a été un choc pour nous tous. Un garage 100 000 €. Je n'avais aucune idée qu'il avait autant d'argent. Le garage qu'il avait ouvert après notre divorce était visiblement plus prospère que je ne l'avais pensé. Solange était assise, figée comme une statue. Son mari Neil a posé sa main sur son épaule, mais elle n'a même pas remarqué le geste. Son monde s'écroulait sous ses yeux, non seulement parce que son père l'avait effectivement déshéritée, mais parce que toute l'histoire qu'elle avait créée sur ses parents s'était avérée être un mensonge. « C'est impossible », a-t-elle finalement dit. « Papa n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait jamais tout laissé à elle. » Elle m'a pointé du doigt comme si j'étais une sorte d'insecte. « Le document est parfaitement légal, Madame Pierce », a répondu calmement Maître Lavigne. « Votre père était sain d'esprit quand il l'a rédigé. Vous avez bien sûr le droit de contester le testament en justice, mais je dois vous avertir que les chances de succès sont minimes. Vous êtes de mèche avec elle », a soudain accusé Solange le notaire. « Elle a dû vous influencer d'une manière ou d'une autre, vous faire falsifier le testament. » Solange s'est exclamée. Neil clairement choqué par l'accusation. « Calme-toi. Tu ne sais pas ce que tu dis. »« Je sais parfaitement bien », a bondi Solange. « Elle a toujours manipulé tout le monde. Elle s'est toujours fait passer pour la victime. Et maintenant, elle a même réussi à monter papa contre moi après sa mort. » Je suis restée silencieuse, sachant que tout ce que je dirais maintenant ne ferait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Des années de ressentiment et de haine ne pouvaient pas être dissipées par une seule lettre ou un testament aussi choquant soit-il. Julien était silencieux aussi, mais son visage montrait du soulagement, comme si un lourd fardeau avait enfin été levé de ses épaules. Peu, être s'était-il toujours souvenu de cette soirée plus clairement qu'il ne l'avait dit. « Je contesterai ce testament », a déclaré Solange, en se tournant vers le notaire. « J'engagerai les meilleurs avocats. Je prouverai qu'elle l'a influencé d'une manière ou d'une autre peu, être même menacée. Vous êtes libre de faire comme bon vous semble, Madame Pierce, » a répondu calmement Maître Lavigne. « Mais je vous conseille de bien réfléchir. Le procès sera long, coûteux et très probablement infructueux pour vous. De plus, il rendra public une histoire de famille que votre père aurait préféré garder privée. » Solange avait l'air sur le point d'exploser. Son visage est devenu rouge. Ses yeux se sont remplis de larmes, non pas de tristesse, mais de rage. « Allons-y, Neil, » a-t-elle dit en attrapant son sac à main. « Je ne peux plus rester ici. » Elle s'est tournée vers ses enfants. « Léo, Camille, on s'en va. » Léo a hésité, regardant de sa mère à moi. « Maman peut être qu'on devrait en parler. » « Il n'y a rien à discuter, » a sèchement répondu Solange. « Tout ça, ce sont des mensonges. Allons-y. » « Je reste, » a dit Camille, avec une fermeté inattendue. À 16 ans, elle semblait maintenant plus âgée que sa mère. « Je veux parler avec mamie. »« Moi aussi, » a ajouté Léo en se redressant. « Traître !» Solange les a regardés avec une telle déception que j'ai ressenti une pointe de sympathie pour elle malgré toutes ces accusations. « Vous tous. Allons-y, Neil. Au moins toi, tu es de mon côté. » Neil a semblé incertain, mais a suivi sa femme. À la porte, Solange s'est retournée et nous a tous jeté un dernier regard. Au notaire, à Julien, à ses enfants restés avec moi, et enfin à moi. « Je prouverai que c'est un faux, » a-t-elle dit. « Je prouverai que tu l'as forcé à l'écrire, et alors tout le monde saura qui tu es vraiment. » Sur ce, elle est partie claquant la porte si fort que le verre de la bibliothèque a tremblé. Dans le silence qui a suivi, nous sommes tous restés assis sans nous regarder. Puis Maître Lavigne s'est éclairci la gorge avec précaution. « Je pense que cela conclut les formalités, » a-t-il dit. « Je préparais tous les documents nécessaires pour le transfert de propriété. Madame Dubois, nous discuterons des détails de la gestion du garage avec vous prochainement. Monsieur Julien, je vous contacterai concernant le transfert de la maison. Quant à Mademoiselle Camille et Monsieur Léo, leurs parts seront placées dans un fonds en fiducie jusqu'à leur majorité. » Tout le monde a hoché la tête, encore abasourdi par ce qui s'était passé. « Si vous n'avez pas d'autres questions, » a poursuivi le notaire, « je vous suggère de prendre un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Les événements d'aujourd'hui ont été riches en émotions pour vous tous. Je voudrais juste demander, ai-je dit prenant la parole pour la première fois depuis longtemps, est-ce que Gérard était vraiment au courant de ses problèmes cardiaques? Est-ce pour ça qu'il a changé son testament? » « Oui », a hoché la tête Maître Lavigne.
Les médecins lui ont dit qu'il lui restait 6 mois à vivre sans opération. Il a refusé de se faire opérer. Il pensait que c'était trop risqué à son âge. Il a décidé qu'il était temps de mettre ses affaires en ordre. J'ai ressenti de l'amertume à l'idée que Gérard savait qu'il allait mourir et ne l'avait dit à aucun de nous. Il avait choisi d'y faire face seul, tout comme il avait vécu ces dernières années. « Merci, maître Lavigne », ai-je dit en me levant le dos endolori. Pour tout. Le notaire a incliné la tête et j'ai vu de la sympathie briller dans ses yeux derrière ses lunettes. « Ne me remerciez pas, Madame Dubois. Je ne fais que ce que votre défunt mari souhaitait. Nous avons quitté l'étude. Moi, Julien Léo et Camille. » Dans la salle d'attente, Julien se balançait maladroitement d'un pied sur l'autre. « Maman, hâtée, il commençait. J'ai besoin de te parler. De cette nuit, de ce qui s'est passé après. Bien sûr, mon chéri, j'ai touché sa main. Quand tu seras prêt, peut être demain. » Il avait l'air embarrassé comme un petit garçon. « Est-ce que je peux passer chez toi ?» Bien sûr. Ai-je essayé de sourire, mais mes lèvres ne m'obéissaient pas. Je t'attendrai. La maison de l'avenue de la Gare ne ressemblait plus du tout à mes souvenirs. Gérard avait manifestement investi beaucoup d'argent dans les rénovations. Un toit neuf, une peinture fraîche, une pelouse bien entretenue. La voiture de Julien, une vieille Ford, était garée sur le trottoir. J'ai remarqué le SUV de Solange à proximité. Elle avait donc décidé de venir après tout. J'ai hésité sur le seuil, rassemblant mon courage. Julien m'avait appelé ce matin et m'avait dit qu'il voulait qu'on se retrouve dans la maison de son père, maintenant la sienne, selon le testament. Il a dit que Solange serait là, qu'il l'avait convaincu d'écouter ce que j'avais à dire. Je n'étais pas sûre que quelque chose de bon en sortirait, mais je savais que la vérité devait enfin être dite. Julien a ouvert la porte sans attendre que je sonne. Il avait toujours été un garçon sensible et même maintenant, à 38 ans, il avait conservé ce trait, cette capacité à sentir quand quelqu'un avait besoin de soutien. « Maman », a-t-il dit maladroitement en me serrant dans ses bras et en s'écartant pour me laisser entrer. Solange est dans le salon et elle n'est pas de la meilleure humeur. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit facile, ai-je dit en enlevant mon imperméable léger. L'automne en Bourgogne était toujours frais, surtout le soir. Le salon avait complètement changé. Des meubles neufs, des murs clairs, au lieu du vert foncé que Gérard avait tant aimé. Sur la cheminée, des photographies encadrées. Julien à sa remise de diplôme, Solange dans sa robe de mariée, les petits-enfants à une fête de Noël. Étonnamment, j'ai remarqué une photo de moi parmi elles. Une vieille photo de Gérard et moi debout à côté de l'impala, jeunes et souriants. C'était avant la naissance des enfants, avant l'accident, avant que tout ne tourne mal. Solange était assise dans le fauteuil près de la fenêtre droite, comme un i, les mains jointes sur ses genoux. Elle n'a même pas tourné la tête quand je suis entrée. Léo était assis sur le canapé, tripotant nerveusement le chapelet que je lui avais offert à Noël dernier. Camille était assise par terre, adossée au canapé, ses cheveux bruns relevés en un chignon désordonné sur la nuque. Elle avait l'air si jeune et pourtant si adulte. « Je suis là, ai-je dit, même si c'était évident. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. »« Je n'ai pas accepté, » a répondu sèchement Solange sans me regarder. C'est Julien qui a insisté. Il a dit qu'on devait entendre ta version de l'histoire. Pas ta version, Solange, l'a corrigé doucement Julien. La vérité. Il m'a fait signe de m'asseoir dans le fauteuil, en face de Solange. Entre nous se trouvait une table basse, avec des tasses disposées dessus. Quelqu'un, très probablement, Camille, avait préparé du thé. Je ne sais pas par où commencer, ai-je admis en lissant ma jupe sur mes genoux. Par la vérité, a dit Julien en s'asseyant sur le canapé à côté de Léo. Toute la famille est ici. Il était temps d'entendre ce qui s'est vraiment passé il y a 15 ans. J'ai pris une profonde inspiration. Pendant des années, j'avais gardé le silence. Pendant des années, j'avais laissé Solange me blâmer pour tout ce qui avait mal tourné dans notre famille. C'était peu, être mon erreur d'avoir accepté avec Gérard de cacher la vérité pour protéger son autorité aux yeux des enfants. Mais on ne peut pas changer le passé. On peut seulement essayer de réparer le présent. Vous savez, votre père a commencé à boire après l'accident. Ai-je commencé? Celui où quelqu'un est mort dans l'autre voiture. Gérard n'était pas en faute. La route était glissante. Les témoins ont confirmé qu'il avait fait tout son possible pour éviter la collision, mais il n'arrivait pas à se défaire de la culpabilité. Je me souvenais si clairement de ce jour.
L'appel des gendarmes le trajet jusqu'à l'hôpital Gérard avec la tête bandée, le regard vide, répétant la même phrase encore et encore. Il y avait des enfants dans la voiture. Ils ont vu leur père mourir. Au début, ils buvaient un peu le week-end. Ai-je continué. Puis, de plus en plus. Il a commencé à manquer, le travail a été rétrogradé, transféré sur des trajets locaux. L'argent est devenu un problème. Tu ramènes toujours tout à l'argent ? A reniflé Solange avec mépris. Ce n'était pas ça le problème. Papa sentait que tu ne le soutenais pas. Je l'ai soutenu du mieux que j'ai pu. Ai-je répondu calmement. Je suis allée avec lui en thérapie. J'ai essayé de le faire rejoindre un groupe de soutien pour les personnes dépendantes à l'alcool. Je faisais des heures supplémentaires à la quincaillerie pour payer les factures. J'essayais de vous protéger de ces épisodes. Épisodes ? Solange a levé les yeux au ciel. Tu en parlais toujours comme si papa était malade. Il se détendait juste après le travail. Non, Solange, a dit Julien avec une fermeté inattendue. Ce n'était pas de la détente. Papa buvait jusqu'à tomber. Il cassait de la vaisselle. Il criait sur maman, parfois sur nous. Il n'a jamais crié sur moi, s'est défendu Solange. Parce que maman s'assurait que tu ne le vois pas, a secoué la tête Julien. Elle t'envoyait chez tes amis quand elle voyait que papa commençait une crise. Tu te souviens combien de fois tu as dormi chez Janine ou chez Babette ? Il y avait une raison à ça. Solange n'a rien dit, mais j'ai vu ses lèvres trembler. Au fond d'elle, elle devait se souvenir des soirées pyjama inattendues chez ses amis, de la tension inexplicable dans la maison des bleus étranges, sur mes bras, que j'expliquais toujours par de la maladresse. La dernière année avant le divorce a été la plus dure, ai-je dit, déplaçant mon regard de Solange à Julien. Gérard a finalement perdu son travail de chauffeur. Il restait à la maison et buvait. Je faisais 2 métiers, je rentrais épuisée, et là, j'ai hésité me souvenant des disputes sans fin, des bouteilles cassées de Julien qui pleurait caché dans sa chambre. Je me souviens, a dit Julien doucement. Tu venais toujours me voir avant de dormir. Même si tu rentrais après minuit, tu t'asseyais à côté de moi, tu me tenais la main. J'ai hoché la tête, sentant une boule se former dans ma gorge. Ces moments calmes avec mon fils étaient la seule lumière dans l'obscurité de ces années. Et puis, j'ai pris une profonde inspiration. Il y a eu ce dernier soir. Julien s'est tendu, ses mains se crispant en poing. Il se souvenait de plus de choses qu'il ne l'avait dit auparavant. J'en étais sûre. Qu'est-ce qui s'est passé ? A demandé Léo, prenant la parole pour la première fois depuis notre arrivée. Est-ce que papy a vraiment attaqué papa ? J'ai regardé Julien, lui demandant silencieusement la permission de continuer. Il a hoché la tête sans lever les yeux. Julien avait 23 ans à l'époque. Ai-je commencé ? Il venait de rentrer de l'université après avoir abandonné sa première année. Gérard était déçu. Il avait de grands espoirs pour son fils. Il voulait que Julien ait l'éducation qu'il n'avait jamais eue. Papa voulait bien faire, est intervenue Solange. Il disait toujours que l'éducation était la clé d'une vie meilleure. Oui, ai-je convenu. Mais il exprimait sa déception de manière inappropriée. Il m'appelait un raté inutile, a dit soudain Julien, sa voix sonnant creuse. Chaque fois qu'il était ivre, il disait que j'étais une honte pour la famille, qu'il aurait aimé n'avoir qu'une fille. Solange a tressailli comme si elle avait été frappée. Elle ne le savait pas. Bien sûr qu'elle ne le savait pas. À cette époque, elle avait déjà déménagé, travaillait dans le service comptable d'un supermarché et sortait avec Neil. Ce soir-là a poursuivi Julien comme s'il était devenu clair qu'il était prêt à raconter l'histoire lui-même. Je suis rentrée tard. J'avais eu un entretien d'embauche dans une auto, école dans l'espoir de devenir moniteur. Papa était déjà ivre. Il m'a demandé où j'avais été. Je lui ai dit. Il a ri. Il a dit que seuls les perdants allaient dans les autos, école que je n'arriverais jamais à rien. Julien a fait une pause, la voix tremblante. J'ai répondu qu'il valait mieux être moniteur d'auto, école qu'un ivrogne raté qui maltraitait sa propre famille. Camille a eu un petit toqué. Léo a posé sa main sur l'épaule de son père. Il est devenu fou, a continué Julien, fixant le sol, mais je pouvais voir ses épaules trembler. Il s'est jeté sur moi. À travers la pièce, m'a renversé, a commencé à m'étrangler. J'ai essayé de le repousser, mais il était plus fort et tellement en colère, ses yeux. Je n'avais jamais vu une telle haine. J'ai entendu le bruit, ai-je dit quand Julien s'est tu incapable de continuer. J'ai couru dans la pièce.
J'ai vu Gérard étrangler Julien, le plaquant contre le mur. Julien devenait déjà bleu, cherchant de l'air. J'ai crié, j'ai essayé de tirer Gérard, mais il ne semblait pas m'entendre. Alors j'ai attrapé la lampe de table et je l'ai frappé à la tête. « Tu l'as frappé » m'a fixé Solange, les yeux écarquillés. Oui, je n'ai pas détourné le regard. Et je le referai. Il était en train de tuer notre fils Solange. Je n'allais pas rester là à regarder. Le silence s'est installé, seulement rompu par le tic-tac de l'horloge murale, la même qui était accrochée ici pendant mon mariage. C'était étrange que Gérard l'ait gardée. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? A demandé doucement Camille, regardant de moi à son oncle. Gérard a perdu connaissance, ai-je dit. Julien pouvait à peine respirer. Je voulais appeler la police, une ambulance, mais... Je lui ai demandé de ne pas le faire, a terminé Julien. Je ne voulais pas que papa soit arrêté. Je ne voulais pas que toute la ville le sache. Julien et moi avons convenu. Ai-je continué. Pas de police, mais Gérard devait se faire soigner pour son alcoolisme. Quand il a repris connaissance, je lui ai posé un ultimatum. Soit il allait en cure de désintoxication, soit je demandais le divorce et le dénonçais pour agression sur son fils. Il a accepté d'aller en cure, a dit Julien. Il a admis qu'il était allé trop loin. Il a demandé pardon. Il a pleuré à genoux. Je n'avais jamais vu mon père aussi brisé. Mais vous avez quand même divorcé, a dit Solange, sa voix n'étant plus aussi assurée. Oui, ai-je hoché la tête. Gérard est bien allé en traitement, mais notre mariage était irréparable. Trop de choses s'étaient passées, trop de douleurs, de peur, de méfiance. Et puis vous avez décidé de tout me cacher ? A croisé les bras Solange, mais sa posture était plus défensive qu'agressive. C'était l'idée de père, a dit Julien. Il ne voulait pas que tu saches quel monstre il avait été cette nuit-là. Il avait peur de perdre ton amour. Et toi ? Solange s'est tournée vers moi. Pourquoi as-tu accepté de te taire ? J'ai soupiré, sentant le poids de toutes ces années où j'avais porté ce fardeau. Parce que tu adorais ton père Solange. Tu l'as toujours fait. Tu étais une adulte, tu vivais ta propre vie. Je ne voyais pas l'intérêt de détruire ton image de lui. Et puis, j'ai écarté les mains. Ensuite, il était juste trop tard. Tu étais tellement sûre que j'étais responsable de tout, que tout ce que j'aurais dit aurait sonné comme des excuses. Tu m'as laissé te détester pendant toutes ces années, a dit Solange, sa voix teintée de perplexité. Tu es ma fille, Solange, ai-je dit simplement. Je t'aime quoi qu'il arrive. Et s'il était plus facile pour toi de me blâmer que de voir la vérité sur ton père, je pouvais l'accepter. Papy a vraiment changé après le traitement, a remarqué Léo. Il ne buvait jamais en notre présence. Il était toujours maître de lui. Mais parfois, quand il parlait de toi, mamie, il y avait une telle nostalgie dans sa voix. Je n'avais jamais compris ça avant. Il a vraiment changé, a convenu Julien. Il a complètement arrêté de boire, a monté une entreprise, est devenu un meilleur grand-père qu'il n'a été un père. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là, je ne pouvais pas l'oublier. Je ne pouvais pas vraiment pardonner. Et je n'arrive toujours pas à y croire, à secouer la tête Solange. La lettre, le testament, vos histoires, ce n'est pas le papa que je connaissais. Tu le connaissais sobre, ai-je dit doucement. Gérard sobre et Gérard ivre étaient deux personnes différentes. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ? Les yeux de Solange se sont remplis de larmes. Toutes ces années, je t'ai blâmé. J'ai dit des choses terribles et il m'a juste laissé faire. Il avait peur, a dit Julien. Peur de perdre ton amour. Il était plus facile de te laisser blâmer ta mère que d'admettre ses propres erreurs. Le silence est tombé. Chacun de nous était perdu dans ses propres pensées. Dehors, il commençait à faire nuit. Le crépuscule d'automne tombait tôt. Quelqu'un, je pense que c'était Camille, s'est levé et a allumé la lampe. Une lumière douce s'est répandue dans la pièce, créant une atmosphère presque chaleureuse qui contrastait étrangement avec la lourdeur de notre conversation. Maman a finalement parlé, Solange, sa voix incertaine, ce qui était si différent de ma fille toujours décidée. Je ne sais pas quoi dire. Toutes ces années, j'étais si sûre. Tu croyais ce que tu voulais croire ? Je n'ai pas pu cacher l'amertume dans ma voix. Il était plus facile pour toi de penser que ta mère était une femme froide et égoïste, qui avait abandonné son mari aimant, que d'admettre que ton père bien-aimé était un alcoolique qui avait failli tuer ton frère. Je juste, a balbutié Solange. Je ne peux pas accepter tout ça d'un coup. Je ne peux pas effacer tout ce que j'ai cru pendant 15 ans. Personne ne te demande de le faire tout de suite, a dit Julien. Mais être que tu peux enfin voir ta mère sous un autre jour.
Peut-être que tu peux arrêter de la blâmer pour tout. Solange n'a pas répondu, se tournant simplement vers la fenêtre. Dans son profil éclairé par la douce lumière de la lampe, j'ai soudain vu la petite fille qui grimpait sur mes genoux, avec un livre, me demandait de lui faire des tresses et demandait quand papa rentrerait de sa tournée. Ma fille têtue et fière, qui me ressemblait tant. « Je veux que vous partiez », a dit soudain Solange sans se retourner. « Tous. J'ai besoin d'être seule. Solange, s'il te plaît. » Sa voix a tremblé. « J'ai besoin de réfléchir à tout ça. » Nous nous sommes regardés, Julien, Léo, Camille et moi. Personne ne voulait laisser Solange seule dans cet état, mais il ne servait à rien de la presser maintenant. « D'accord, ai-je dit en me levant la première de mon fauteuil. Nous allons partir. Mais Solange, si tu veux parler n'importe quand, je serai heureuse de t'écouter. Ma porte est toujours ouverte pour toi. » Elle n'a pas répondu, continuant de regarder par la fenêtre, comme si elle pouvait trouver des réponses aux questions qui la tourmentaient dans l'obscurité grandissante. Nous avons quitté la maison de Gérard, maintenant la maison de Julien, dans la soirée fraîche. Le ciel était parsemé d'étoiles rares au-dessus de notre petite ville, avec ses lampadaires et ses enseignes au néon. « Je te ramène à la maison, maman, » a dit Julien en ouvrant la portière de sa Ford. « Lane et moi, on va au garage de papy, » a ajouté Léo. « Je veux lui montrer l'Impala. » J'ai souri en regardant mes petits-enfants. Ils semblaient si grands, si sages pour leur âge. « Merci, ai-je dit, d'avoir écouté, d'avoir cru. »« On a toujours su que tu ne pouvais pas être comme maman te décrivait, » a dit Camille sérieusement. « Tu as toujours été gentille avec nous, même quand maman nous interdisait de te voir. Et on a toujours enfreint la règle, » a souri Léo. Et dans ce sourire, j'ai vu une lueur du jeune Gérard dont j'étais tombée amoureuse il y a si longtemps. Alors que Julien sortait de l'allée, je me suis retournée pour regarder la maison. La silhouette de Solange était toujours visible à la fenêtre du salon immobile comme une statue. Ma fille, ma fière, et têtue fille, qui avait toujours été convaincue de connaître toute la vérité sur sa famille. « Tu penses qu'elle arrivera à l'accepter ?» a demandé Julien, croisant mon regard. « Je ne sais pas, » ai-je répondu honnêtement. Solange a toujours vu le monde en noir et blanc. Il lui sera difficile d'admettre qu'elle s'est trompée pendant toutes ces années. Et si elle n'y arrive pas, a-t-il demandé doucement. Et si elle continue à te blâmer? J'ai soupiré, sentant la fatigue d'une longue journée, de nombreuses longues années. Alors je l'accepterai, ai-je dit. Tout comme je l'ai accepté ces 15 dernières années. C'est ma fille Julien. Je n'arrêterai pas de l'aimer, même si elle ne change jamais d'avis sur moi. Julien a hoché la tête, les yeux fixés sur la route. Nous avons roulé en silence dans les rues calmes de Beaune, passant devant des maisons familières, des magasins, des parcs, des endroits où toute ma vie s'était déroulée. La ville qui me connaissait comme Madame Dubois, puis comme l'ex-Madame Dubois, la femme qui avait quitté son mari alcoolique. Je me suis demandé si quelque chose changerait maintenant que la vérité était enfin sortie. Ou si nos secrets de famille resteraient juste cela connu de nous seuls. Quand nous nous sommes arrêtés devant ma petite maison à la périphérie de la ville, je me suis soudain souvenu du paquet que Julien m'avait donné au cimetière. Dans l'agitation, j'avais complètement oublié. « Julien, ai-je dit, ce paquet de ton père, sais-tu ce qu'il y a dedans ?» Il a secoué la tête. « Non, mon père m'a juste demandé de te le donner s'il lui arrivait quelque chose. Il a dit que tu comprendrais. » J'ai hoché la tête pensant au petit paquet dans mon sac. Un autre secret. Un autre message d'un homme qui avait fait partie de ma vie si longtemps et de manière si compliquée. Maman, Julien, s'est tourné vers moi alors que nous étions arrêtés devant ma maison. Je veux que tu saches que je me suis toujours souvenu de cette nuit. Pas de tous les détails, mais assez. Je savais que tu m'avais sauvé la vie, et je suis désolée de ne pas avoir eu la force de dire la vérité à Solange plus tôt. Être que si j'avais. Ne te blâme pas, j'ai touché sa main. Tu as aussi été une victime dans cette situation et tu avais tout à fait le droit de te défendre du mieux que tu pouvais. Il a hoché la tête, mais je pouvais voir que la culpabilité pesait encore lourdement sur lui. Mon garçon a toujours trop pris sur lui. Merci de m'avoir ramené, ai-je dit en ouvrant la portière. Et merci pour aujourd'hui, pour avoir finalement décidé de me dire la vérité. C'est le moins que je pouvais faire, a-t-il répondu, après tout ce que tu as fait pour nous. Je suis sortie de la voiture. J'ai fait un signe de la main et je me suis dirigée vers la maison. Derrière moi, j'ai entendu la Ford de Julien s'éloigner. J'ai ouvert la porte et suis entrée dans les pièces calmes et sombres, ma maison, mon refuge pendant toutes ces années. En allumant la lumière dans le salon,
J'ai sorti de mon sac le petit paquet que Julien m'avait donné. Lentement, j'ai déballé le papier craft. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en velours et une enveloppe. J'ai ouvert la boîte en premier. Sur un coussin de velours reposait la bague que Gérard m'avait offerte le jour de notre mariage. Une simple bague en or avec un petit diamant. Je la lui avais rendue le jour de notre divorce. Et maintenant, elle était de nouveau à moi. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti une feuille de papier pliée. C'était l'écriture de Gérard. La même inclinaison pointue. Les mêmes angles vifs des lettres. Eliane, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Les médecins disent que mon cœur pourrait s'arrêter à tout moment. C'est drôle comme la vie remet les choses à leur place. J'ai failli tuer notre fils dans un état d'ivresse, et maintenant je meurs d'une crise cardiaque. Justice poétique, tu ne trouves pas. Je te rends cette bague non pas parce que j'espère le pardon ou la réconciliation. Il est trop tard pour ça, et nous le savons tous les deux. Je te la rends parce qu'elle t'a toujours appartenu. La seule femme que j'ai jamais aimée, malgré toute la douleur que je t'ai causée. Au moment où tu liras cette lettre, tu connaîtras déjà la vérité sur notre divorce. Je m'en suis assurée dans mon testament. J'espère que cela aidera Solange à te voir enfin sous ton vrai jour. Je suis désolée, Eliane. Pas pour cette nuit, je sais que c'est impossible à pardonner. Je suis désolée pour toutes les années de silence qui ont suivi pour t'avoir laissé porter ce fardeau seul. La lâcheté est mon plus grand péché, et je l'emporterai avec moi dans ma tombe. Vis longtemps, Eliane. Vis heureuse. Tu le mérites plus que quiconque. Gérard. 3 mois, ce n'est pas long dans le grand schéma de ma vie, mais parfois c'est assez pour tout changer. L'hiver à Beaune a été neigeux, la ville recouverte d'une couverture blanche qui cachait tout le gris inesthétique de l'automne. J'ai toujours aimé l'hiver. Il donne l'illusion d'un nouveau départ d'une page blanche. L'héritage de Gérard a changé ma vie plus que je ne l'attendais. Ce n'était pas tant l'argent, bien que 100 000 € et un garage aient considérablement amélioré ma situation financière. C'était la vérité qui avait enfin éclaté. C'était comme si un lourd fardeau que j'avais porté pendant 15 ans avait soudainement disparu. J'ai décidé de ne pas vendre le garage comme Gérard l'avait suggéré. Au lieu de cela, j'ai engagé l'ancien assistant de Gérard Dexter comme gérant. Il avait travaillé avec mon ex-mari depuis l'ouverture du garage et connaissait l'affaire comme sa poche. Nous avons passé un accord. Dexter dirigerait l'entreprise, recevrait un bon salaire et un pourcentage des bénéfices, et je resterais la propriétaire. Cela fonctionnait pour nous deux. J'ai dépensé une partie de mon héritage pour aider Julien et mes petits-enfants. Julien rêvait depuis longtemps de retourner à l'université et d'obtenir un diplôme en éducation. Il avait découvert qu'il aimait vraiment travailler avec les enfants en conduisant un bus scolaire. Maintenant, il en avait l'opportunité. J'ai aidé à payer les frais de scolarité de Léo à l'université. Il étudiait l'ingénierie et était très prometteur. Camille était encore à l'école, mais j'ai ouvert un compte d'épargne pour ses futures études. Pendant tout ce temps, Solange est restée à l'écart. Après cette nuit, chez Gérard, où nous lui avions dit la vérité, elle semblait s'être renfermée. Julien m'a dit qu'elle avait pris un congé de son travail et passait la plupart de son temps à la maison. Elle refusait de parler de la lettre de Gérard ou de son testament. Elle continuait à interagir avec les enfants, mais elle était devenue plus silencieuse et plus pensive. Léo a dit qu'il la trouvait parfois en train de regarder des albums de famille, étudiant de vieilles photographies pendant des heures, comme si elle essayait de trouver des réponses à ses questions. Je ne l'ai pas bousculée. Je savais que Solange avait besoin de temps pour digérer tout ce qu'elle avait appris, pour accepter une nouvelle réalité dans laquelle son père bien-aimé n'était pas un héros sans défaut et sa mère rejetée n'était pas une méchante. Ce n'était pas facile pour elle, peut être plus difficile que pour n'importe lequel d'entre nous. Julien avait changé au cours de ces mois. Comme si un poids longtemps retenu avait été levé, il est devenu plus ouvert, a commencé à sourire et à participer à des réunions de groupes de soutien pour les enfants adultes d'alcooliques. Il a commencé à sortir avec une bibliothécaire de la bibliothèque municipale, une femme tranquille nommée Audrey, qui avait la même douceur que lui. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu mon fils vraiment heureux. Léo et Camille sont devenus des visiteurs fréquents chez moi. Ils passaient après l'école ou le week-end, m'aidaient dans le jardin et parlaient de leur vie.
Camille a trouvé en moi une oreille attentive. Je l'ai aidé dans ses projets d'histoire qui la passionnaient. Léo aimait bricoler avec les outils anciens qu'il avait hérités de son grand-père. Il les restaurait petit à petit, étudiait l'histoire de chacun et partageait parfois ses découvertes au musée d'histoire locale. Ce soir-là, à la mi-février, je suis allée chez Julien pour un dîner de famille. Il venait de terminer la rénovation de la cuisine de la maison qu'il avait héritée de son père et voulait célébrer avec sa famille. Je ne savais pas que Solange serait là. Être que Julien ne me l'a délibérément pas dit, craignant que je décline l'invitation. Quand je suis entrée dans le salon avec une tarte dans les mains, aux pommes et à la cannelle, le dessert préféré de Julien depuis son enfance, la première personne que j'ai vue était Solange. Elle était assise dans un fauteuil près de la cheminée, avec une tasse de thé dans les mains, l'air plus pâle et plus mince que dans mes souvenirs. Elle a levé les yeux quand je suis entrée et je me suis figée, ne sachant pas à quoi m'attendre. « Bonjour maman », a-t-elle dit doucement, sans son hostilité habituelle dans la voix, mais sans beaucoup de chaleur non plus. « Bonjour Solange », ai-je dit en me dirigeant vers la table de la cuisine et en posant la tarte. Je ne savais pas que tu serais là. Julien a insisté. Hâtée, elle sourit faiblement à mon frère qui sortait de la cuisine avec une expression inquiète sur le visage. Il a dit qu'il était temps que nous nous réunissions tous en famille. J'ai hoché la tête, ne sachant que dire. Après tant d'années d'accusations mutuelles et d'amertume, il était étrange de simplement s'asseoir dans la même pièce en échangeant des banalités comme si de rien n'était. Audrey, la nouvelle petite amie de Julien, est sortie de la cuisine avec des assiettes dans les mains. « Le dîner est presque prêt, hâtée », elle annonçait avec un doux sourire. Julien a fait des lasagnes selon la recette de sa grand-mère. J'ai regardé mon fils avec surprise. « Tu te souviens de la recette de maman ? Tu me l'as écrite quand j'ai déménagé avec papa. » Julien a semblé un peu embarrassé. Je l'ai toujours gardé. Ce petit geste se rappelle que même dans les moments les plus difficiles, le lien entre nous n'avait pas été complètement rompu, m'a réchauffé le cœur. J'ai aidé Audrey à mettre la table. Bientôt Léo et Camille nous ont rejoints arrivés ensemble. Ils étaient devenus amis au cours des derniers mois, malgré la différence d'âge, et passaient souvent du temps ensemble. Quand nous nous sommes tous assis à table, il y a eu une pause gênante. Habituellement, Solange dominait les dîners de famille bruyantes, confiantes, sachant toujours de quoi parler. Maintenant, elle fixait silencieusement son assiette comme si elle n'était pas sûre de son rôle dans cette nouvelle dynamique familiale. Être devrions-nous porter un toast, a suggéré Julien versant du vin dans les verres, du cidre sans alcool pour moi connaissant mon attitude envers l'alcool. Au nouveau départ. Nous avons levé nos verres et avons dit un silencieux « Au nouveau départ ». Mais la tension est restée. Solange a à peine touché son vin, continuant à rester silencieuse. « Comment vont les études, Léo ?» ai-je demandé, essayant d'alléger l'atmosphère. Mon petit-fils a commencé avec enthousiasme à parler de son dernier projet universitaire et du professeur qui lui avait proposé un stage d'été dans une entreprise d'ingénierie. Camille a taquiné son frère, disant qu'il devenait un vrai intello. Julien et Audrey ont échangé des regards chaleureux à travers la table. Seule Solange est restée à l'écart de la conversation comme si elle était physiquement présente, mais mentalement quelque part très loin. Après le dîner, alors que Julien et Audrey débarrassaient la table, et que Léo et Camille étaient allés dans le salon pour jouer à un jeu de société, je me suis retrouvée seule avec Solange sur la petite véranda vitrée. Elle se tenait près de la fenêtre regardant le jardin enneigé, éclairé par le clair de lune. « C'est beau, n'est-ce pas ?» ai-je dit, en m'approchant d'elle. « J'ai toujours aimé les soirs d'hiver. »« Papa les aimait aussi, » a répondu doucement Solange. « Tu te souviens comment il dégageait les allées du jardin après qu'il ait neigé ? Il le faisait toujours lui-même. Il ne demandait jamais au fils du voisin comme les autres. Je me souviens, j'ai souri. Il disait que c'était la meilleure façon de réfléchir. Il sortait tôt le matin, quand tout le monde dormait encore. Nous sommes restés là, en silence, regardant le jardin, gardant nos distances, pas tant physiques qu'émotionnelles. J'ai vérifié les documents, a dit soudain Solange. J'ai consulté un autre notaire. Tout est authentique. Le testament, la lettre. Elle a fait une pause. Et les dossiers médicaux de la clinique où papa a été traité pour son alcoolisme, j'ai hoché la tête sans surprise. Solange avait toujours été méticuleuse, vérifiant toujours les faits avant de tirer des conclusions.
J'avais été la même à son âge avant que des années de mariage avec Gérard ne m'apprennent à parfois prendre les choses au pied de la lettre juste pour survivre. « Es-tu en colère contre lui ?» ai-je demandé avec précaution. « Pour t'avoir caché la vérité ?» Solange a haussé les épaules sans me regarder. « Je ne sais pas. Parfois contre toi pour avoir accepté de te taire. Parfois contre moi-même pour avoir été si aveugle que je n'ai pas pu voir l'évidence. Tu as vu ce que tu voulais voir, ai-je dit doucement. Nous le faisons tous. Mais tu as supporté ma haine, mes accusations pendant 15 ans, a-t-elle dit amèrement. Mais l'amertume était dirigée contre elle-même, pas contre moi. Comment as-tu pu? Tu es ma fille Solange, ai-je répondu simplement. Et je savais à quel point tu aimais ton père. Parfois, l'amour signifie laisser quelqu'un vivre avec ses illusions, si ses illusions le rendent heureux. Et si ces illusions blessent quelqu'un d'innocent, elle s'est enfin tournée vers moi et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Est-ce que c'est encore de l'amour? Je ne savais pas quoi répondre. La question était plus compliquée qu'il n'y paraissait à première vue. Peu, être que j'ai eu tort, ai-je admis après une pause. Peu, être que Gérard et moi aurions dû vous dire la vérité tout de suite. Mais nous avons fait ce que nous pensions être juste à l'époque, tout comme tu l'as fait. Solange a secoué la tête, la déception évidente dans ses yeux. Tu es toujours si rationnel, si calme. Même maintenant. C'est comme si rien ne s'était jamais passé, comme si 15 ans de haine pouvaient simplement être effacés. Ils ne sont pas effacés, Solange, ai-je dit, sentant ma propre amertume monter dans ma gorge. Je me souviens de chaque fois que tu t'es détourné de moi dans la rue, de chaque fois que tu m'as interdit de voir mes petits-enfants, de chaque accusation. Mais à quoi bon s'accrocher à cette douleur? À quoi bon exiger des excuses ou une punition? Ça ne ramènera pas les années perdues, alors tu me pardonnes tout simplement. Sa voix semblait incrédule, comme si l'idée même du pardon lui était incompréhensible. Je ne sais pas si je te pardonne, ai-je répondu honnêtement. Mais je sais que je ne veux pas passer le reste de ma vie à m'accrocher au ressentiment. Je veux profiter de ce que j'ai maintenant. Julien, qui est enfin heureux, mes petits-enfants qui sont de retour dans ma vie. Et toi, si tu me laisses faire à nouveau partie de ta vie. Solange s'est détournée, regardant de nouveau par la fenêtre. Tu as ruiné mon souvenir de mon père, a-t-elle dit doucement, mais avec une amertume soudaine. Maintenant, chaque fois que je penserai à lui, je me souviendrai qu'il était un monstre. Il n'était pas un monstre, Solange. J'ai secoué la tête. C'était un homme compliqué, avec de profonds problèmes. Un homme qui a fait une terrible erreur, mais qui a trouvé la force de changer. Est-ce que cela ne rend pas son histoire encore plus significative? Tu trouves toujours des excuses. La voix de Solange a repris un ton familier d'hostilité. Tu expliques toujours tout. Mais il ne s'agit pas d'explication, maman. Il s'agit du fait que toi et papa m'avez enlevé une famille normale. Vous m'avez privé de la vérité. Vous m'avez laissé vivre dans un mensonge toutes ces années, et maintenant vous vous attendez à ce que j'accepte, que je continue comme si de rien n'était. J'ai soupiré, me sentant fatiguée, pas physiquement, mais de cette profonde fatigue émotionnelle qui s'accumule au fil des ans. Je n'attends rien, Solange. J'espère juste qu'avec le temps, tu pourras trouver sinon le pardon, du moins la compréhension, que tu pourras accepter le passé et avancer. Et si je n'y arrive pas, elle m'a regardé droit dans les yeux, son regard provocateur. Si je ne peux jamais te pardonner ni à papa pour ce mensonge, alors ce sera ton choix. J'ai rencontré son regard calmement, et je l'accepterai comme j'ai accepté toutes tes décisions, même celles qui m'ont fait du mal. Parce que l'amour, Solange, le vrai amour, ne pose pas de conditions. Elle s'est détournée et j'ai vu ses épaules se tendre comme si mes mots l'avaient frappée physiquement. Mais je connaissais ma fille. Je savais que derrière cette tension, il n'y avait pas de la colère, mais une lutte avec elle-même, avec ses croyances profondes, avec sa fierté. « Je dois y aller », a-t-elle finalement dit. Dis à Julien que le dîner était merveilleux. Sans attendre ma réponse, elle a quitté la véranda. Je l'ai entendue dire au revoir à son frère et à sa petite amie, serrer ses enfants dans ses bras et claquer la porte d'entrée. Bientôt, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui s'éloignait. Je suis restée à la fenêtre, regardant le clair de lune danser sur la neige. Mes sentiments étaient mitigés. L'amertume que Solange ne puisse toujours pas surmonter son ressentiment, le soulagement que nous ayons au moins parlé, et une joie tranquille que le dîner de famille ait eu lieu malgré la tension.
Julien s'est approché et s'est tenu à côté de moi. « Elle est partie » a-t-il demandé, bien que la réponse soit évidente. « Oui », j'ai souri faiblement. Elle a dit que le dîner était merveilleux. « Tu vas bien ?» Sa voix semblait inquiète. « Ça ira », j'ai tapoté son bras. « Laisse-lui du temps, Julien. Solange a toujours été têtue, tout comme moi à son âge. Elle doit faire la paix avec ça elle-même. Personne ne peut le faire pour elle. Et si elle ne le fait jamais ?» Sa voix faisait écho à la question de Solange, mais avec un ton complètement différent, non pas provocateur, mais inquiet. « Alors nous l'accepterons. » J'ai haussé les épaules. Parfois, la vérité ne mène pas à la réconciliation. Parfois, c'est juste la vérité. Et nous devons apprendre à vivre avec aussi, amère soit-elle. Une demi-heure plus tard, je suis partie aussi, laissant Julien et Audrey seuls, promettant de passer le week-end. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à ma conversation avec Solange, à ces mots à la douleur qui vivait encore en elle. La douleur des illusions brisées, de la confiance, trahie des mensonges, même si ces mensonges étaient destinés à la protéger. Peut être que si nous avions été honnêtes depuis le début, si nous leur avions permis de voir la complexité de la situation, toute la douleur et tout l'amour qui existait encore même au milieu de cette douleur, peut être, alors Solange n'aurait-elle pas construit son identité sur la haine de sa mère et l'adoration aveugle de son père? Mais le passé ne peut être changé. On ne peut qu'accepter les conséquences de ses décisions et avancer. À la maison, j'ai préparé une tisane et je me suis assise dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre. Sur la table à côté de moi se trouvait une photographie que Léo avait récemment trouvée dans de vieux albums et m'avait donnée, une photo de toute notre famille lors d'un pique-nique au bord du lac. Gérard tient la petite Solange dans ses bras. Je suis debout à côté de Julien et nous sourions tous. C'était avant l'accident, avant l'alcool, avant que tout ne tourne mal. Nous avions l'air si heureux, si pleins d'espoir. J'ai regardé la photo et j'ai pensé à la façon dont la vie se déroule rarement comme prévu, comment parfois les meilleures intentions mènent aux conséquences les plus douloureuses. Que l'amour est une chose compliquée, enchevêtrée et qu'il n'est jamais aussi simple et direct que dans les romans ou les films. Mais j'ai aussi pensé à Julien qui avait enfin trouvé la paix avec lui-même et son passé, à Léo et Camille qui faisaient à nouveau partie de ma vie, même à Solange qui était si têtue, si semblable à moi, que cela faisait parfois mal à voir. Peut être qu'un jour elle trouvera aussi son chemin vers la réconciliation. Ou peut être pas, mais c'est son chemin, son choix. Et mon choix est d'accepter ce qui est de trouver de la joie dans les relations qui peuvent être guéries et de laisser aller celles qui peuvent rester brisées pour toujours. Ce n'est pas une défaite, pas un abandon, c'est simplement accepter la réalité dans toute sa complexité. Après tout, n'est-ce pas ce que la vie m'a appris, que toutes les blessures ne guérissent pas, que toutes les histoires n'ont pas de fin heureuse, que parfois la meilleure chose à faire est simplement de continuer à avancer avec un cœur ouvert et la sagesse qui ne vient qu'avec l'âge et la perte. J'ai posé ma tasse, je suis allée vers mon lit et j'ai sorti une petite boîte en velours de sous mon oreiller. Je l'ai ouverte et j'ai regardé la bague que Gérard m'avait rendue avant de mourir. Une simple bague en or avec un petit diamant, un symbole de promesse, certaines tenues d'autres rompues. J'ai refermé la boîte et l'ai remise sous mon oreiller. Pas comme un talisman, pas comme un trésor, mais simplement comme une partie de mon histoire que je n'avais plus peur de reconnaître. Dehors, la neige tombait, recouvrant le monde d'une couverture blanche, donnant l'illusion d'un nouveau départ. Je savais qu'au printemps, la neige fondrait révélant toute la saleté et les imperfections du monde. Mais je savais aussi que derrière cette saleté viendrait une nouvelle vie, une nouvelle croissance, de nouvelles opportunités. Telle est la vie, un cycle de pertes et de gains de douleur, et de guérison de faim et de nouveaux départs. Et dans ce cycle,
Malgré toutes les difficultés, toutes les déceptions, tous les espoirs déçus, il y a de la beauté de l'acceptation, de la sagesse et de la paix. J'ai éteint la lumière et je me suis couchée. Demain serait un nouveau jour, un jour que je passerai non pas à m'accrocher aux griefs passés, non pas à exiger une réconciliation impossible, mais simplement à vivre le moment présent, à apprécier ce que j'ai et à laisser aller ce qui est irrémédiablement perdu. C'est en cela ai-je réalisé que réside la vraie liberté. Tu vois, mon enfant, parfois il suffit de laisser le temps faire son œuvre, de ne pas forcer les cœurs. Il suffit d'un mot, d'un regard ou même d'un long silence partagé pour que tout doucement s'apaise.